Soyez les bienvenus sur le plateau du direct de l'assurance maladie depuis Santexpo 2026. Tous acteurs de la soutenabilité du système de santé, vous le savez, c'est notre fil rouge pendant ces 3 journées d'échange sur le salon. Et aujourd'hui, nous allons faire un gros plan dans la session à suivre sur la transition écologique. Quelles priorités d'action collective mener pour agir efficacement? Des éléments de réponse apportés par nos 3 invités experts autour de moi. D'abord, Clara Mourgue, bonjour. Vous êtes chef de projet et planification écologique au sein de la Direction générale de l'organisation des soins au ministère de la Santé. À vos côtés, Mathis Egnel, ingénieur et coordinateur du programme santé The Shift Project, bien connu. Et enfin, Claire Traon, directrice de la mission transition écologique et santé environnementale à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors, pour commencer notre échange, on va s'intéresser aux impacts du système de santé et aux priorités en matière de transition écologique pour y répondre. Et j'ai envie de poser cette première question toute simple, Mathis Egnel, pourquoi agir maintenant ? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette question. Alors cette question, elle est très intéressante parce qu'elle permet de questionner la vulnérabilité du système de santé au changement climatique. Le système de santé, ce n'est pas forcément le secteur qu'on associe en priorité aux enjeux de décarbonation. Peut-être qu'on le regarde plutôt du côté quels sont les impacts sur la santé du changement climatique et pas de l'autre versant. Agir pour le système de santé, c'est tenir compte de ces vulnérabilités, les anticiper et essayer de préparer le système de santé à de nouvelles crises qui concernent notamment le dérèglement climatique. Alors maintenant qu'on a dit ça, la seconde question, c'est de se demander comment le système de santé contribue à ce dérèglement climatique. Pour répondre à cette question, nous, ce qu'on a fait au Shift Project, c'est mesurer, c'est essayer de regarder comment fonctionne physiquement le système de santé et derrière ce fonctionnement physique, quelles émissions de gaz à effet de serre sont induites. Et là, ce qu'on a observé, c'est que 8% des émissions nationales proviennent du fonctionnement de ce système de santé, ce qui est totalement significatif et c'est quelque chose qu'on anticipait peu. Maintenant, mesurer pour mesurer, ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est aussi comprendre comment cette mesure permet le passage à l'action. Ça le permet déjà en pointant finalement les principales sources d'émissions. Et quand on regarde schématiquement, les 2 principaux postes d'émissions, ça va être les consommations de produits de santé, à savoir la production des médicaments et des dispositifs médicaux. Et ensuite viennent tout ce qui va être lié aux consommations de pétrole et de gaz dans le secteur de la santé. Donc le pétrole pour le transport, le gaz pour le chauffage. Et donc tout naturellement, les priorités d'action qu'on doit avoir pour le système de santé, c'est le sortir de sa dépendance aux ressources fossiles, donc en réduisant les consommations de pétrole et de gaz pour les transports et le chauffage, mais également en incitant les entreprises pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors face à ces enjeux de transition écologique du système de santé, quelles sont les priorités d'action de l'État, Clara Mourgue ? Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour cette question. En termes de les priorités d'action de l'État et du ministère de la Santé sur la planification écologique, elles sont décrites dans la feuille de route de planification écologique qui a été publiée en 2023. Elles sont nombreuses, mais je peux en citer quelques-unes. On a d'abord tous les enjeux énergétiques qui ont été évoqués par Mathis. On a aussi le sujet qui est, je pense, le plus prégnant pour les acteurs du système de santé, sont les soins éco-responsables, c'est-à-dire comment faire des soins et pratiquer les activités de soins de la façon la plus éco-responsable possible, c'est-à-dire un soin qui va être moins impactant pour l'environnement mais avec la même qualité pour les patients. On a le sujet qui est intrinsèque, qui est les productions de médicaments. On a également l'adaptation au changement climatique qu'on évoquera plus tard, mais j'aimerais revenir sur une action vraiment marquante qu'on a eue dans cette feuille de route, qui sont les conseillers en transition écologique et énergétique en santé. Depuis 2022, on a 35 millions d'euros qui ont été mis à disposition des établissements de santé pour financer 150 postes de conseillers en transition énergétique et écologique. Ces conseillers, ils accompagnent les établissements de santé dans tous les sujets de la transition écologique, donc bien sûr les économies d'énergie. On a des bons résultats parce qu'on a 6% de consommation d'énergie en moins pour les établissements qui sont accompagnés. Ça fait 80 millions d'euros d'économies. Mais ils les accompagnent aussi sur tous les sujets de la transition écologique. Donc les soins éco-responsables, l'alimentation, les déplacements, la mobilité. Et donc ça répond aux enjeux que Mathis a évoqués de réduire la dépendance aux énergies fossiles. On aura l'occasion de revenir sur d'autres priorités d'action dans quelques instants, mais Claire Traon, on a envie de vous entendre côté CNAM, vous qui êtes partenaire aussi, à l'image de la GOS, de cette planification écologique du système de santé. Quelles sont les actions qui sont mises en place et auprès de qui ? Oui, alors merci pour cette question. Alors effectivement, on est embarqué dans la même feuille de route planification écologique du système de santé et on a aussi du côté de l'assurance maladie défini un schéma directeur de la transition écologique qui embarque tous les métiers, toute l'assurance maladie, tout son réseau dans une feuille de route qui concerne à la fois notre action en tant que service public, en tant que
voilà, sécurité sociale, et également notre action en tant qu'acteur du système de santé, puisque on est un acteur central du système de santé. On a la capacité à toucher l'ensemble des professionnels, des établissements, les assurés sociaux évidemment. Et donc, au regard des enjeux dont a parlé Mathis, on a évidemment un rôle et une responsabilité vers ces acteurs pour maintenir l'accès aux soins et réaliser la transformation écologique du système de santé. Nos priorités d'action, encore une fois, merci le Shift Project, on a pu mesurer où étaient les enjeux principaux en matière de décarbonation, donc les produits de santé et les transports. C'est aussi des domaines sur lesquels l'assurance maladie mène des actions, des campagnes d'accompagnement auprès des assurés, des professionnels de santé traditionnellement. Et donc là, on rajoute un angle écologique à des enjeux financiers, des enjeux de bon usage des ressources du système de santé. Donc on a notamment, on a par exemple proposé une mesure qui est entrée en vigueur l'année dernière de limitation des premières délivrances de pansements pour réduire le gaspillage des pansements. Et on s'aperçoit là, avec presque un an de recul, que les pansements ont diminué de 4%. On s'est engagé aussi dans une expérimentation de lutte contre le gaspillage des produits de santé avec les infirmiers libéraux, donc on aura les résultats l'année prochaine. On a travaillé aussi à une étude de quantification, qualification des médicaments jetés, donc dans les médicaments ramenés à l'officine par les assurés sociaux. On a travaillé avec l'ANSM, mais ça fera l'objet d'une intervention juste après. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est aussi celui du transport partagé, puisque comme on l'a dit, le transport, c'est un des postes d'émissions de gaz à effet de serre du système de santé. Et là aussi, l'assurance maladie s'est engagée dans une grande campagne vers le grand public, vers les établissements de santé, pour développer le transport partagé et réduire les kilomètres parcourus. On va aller plus loin maintenant, si vous le voulez, en évoquant le renforcement nécessaire d'une démarche préventive pour mieux se prémunir contre les risques pour la santé liée à l'environnement, eau, air, alimentation, etc. et pour réduire l'empreinte du système de santé. Mathis Egnel, quels sont les liens entre décarbonation et prévention en santé et quels sont vos constats, vos recommandations et actions en matière d'action préventive, notamment vis-à-vis des populations les plus fragiles? Alors pour répondre à cette question, je vais revenir un tout petit peu sur un peu la base méthodologique sur laquelle on travaille au Shift Project. Ce qu'on peut retenir quand on parle de climat et qu'on veut savoir comment on agit et sur quoi on agit, il faut retenir que chaque fois qu'on regarde une activité, les émissions elles vont dépendre de deux paramètres, à savoir l'intensité carbone et le volume. Donc l'intensité carbone, c'est combien je vais émettre par unité, et le volume, c'est la quantité totale d'unités que j'ai dans mon système. En fait, sur le système de soins, c'est à peu près la même chose. Les émissions, elles dépendent de l'intensité carbone du soin. Donc pour une prise en charge, combien j'émets de gaz à effet de serre, mais elle dépend aussi du volume. Et ce volume-là, il dépend d'autres paramètres qui sont la quantité de ressources que je mobilise par patient ou tout simplement la quantité de patients qu'on doit prendre en charge. Alors bien sûr, ce raisonnement-là, il n'a pas pour vocation à dire c'est simple, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, on supprime les ressources et on a moins de patients. Bien au contraire, l'objectif c'est de maintenir une bonne prise en charge et de garantir un niveau de santé des populations qui est relativement équivalent, voire meilleur. Mais sur cette dimension du volume, on peut y jouer du coup avec la prévention, puisque la prévention c'est aussi un moyen de faire en sorte que les gens soient moins malades et donc on ait moins de patients à prendre en charge. Alors ça peut être aussi un moyen de limiter la dégradation de la santé de certaines personnes, mais c'est aussi, ça rentre dans cette dimension. Voilà, donc le lien, il est ici au niveau de la décarbonation. Potentiellement la prévention, c'est un moyen de limiter le volume de patients à prendre en charge et donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, aujourd'hui, au Shift, on n'a pas encore de réponse toute faite sur quel est le gain carbone, quel est le potentiel carbone de cette prévention-là, parce qu'elle nécessite d'être approfondie. C'est pas évident comme question. La prévention, elle a aussi un coût. Elle a un coût économique aussi, certes, mais elle a aussi un coût carbone. Vacciner une population, c'est produire des vaccins, c'est des patients qui se déplacent, etc. Et donc, potentiellement, ça peut avoir un coût carbone et une implication carbone. Mais de notre côté, quoi qu'il en soit, la réponse sera, si c'est un coût carbone, on peut le décarboner puisqu'on a des mesures pour le faire, en décarbonant l'industrie, les transports, etc. Et si ça a un bénéfice carbone, tant mieux parce qu'il y a moins de patients à prendre en charge. Maintenant, si on prend un tout petit peu de hauteur, on peut tout de même se douter que cette prévention, ou ce qu'on peut appeler la promotion de la santé, peut avoir un fort impact sur le climat et notamment auprès des personnes les plus précaires.
Mais finalement, ça va vraiment se jouer en amont du système de santé. Il y a la prévention que peut organiser le système de santé avec le dépistage, la vaccination, etc., avec des prises en charge plus précoces. Mais il y a aussi tout ce qui se fait en dehors, tout ce qui dépend de notre environnement, tout ce qui dépend de notre activité. Et donc, ça va surtout être lié à l'alimentation et au transport, par exemple. Et en fait, c'est au niveau de l'activité économique partout qu'il faut impliquer cette prévention, tout en martelant le message que la prévention, c'est un co-bénéfice. Ça va avoir un co-bénéfice sanitaire, mais aussi un co-bénéfice environnemental. Se déplacer à vélo lorsque c'est possible, lorsqu'on vit dans les bons milieux, etc. pour le faire, c'est avoir une vie plus active et potentiellement décarboner ses transports. Donc on peut avoir ce co-bénéfice qui peut être tout à fait intéressant et nécessaire pour contribuer à la résilience du système de santé. Et côté CNAM, Claire Traon, développer, promouvoir la santé environnementale, ça fait partie de votre schéma directeur de la transition écologique. Quelles sont les actions qui sont engagées et à venir dans ce domaine et auprès de qui ? Alors, effectivement, on a intégré dans notre schéma directeur tout un volet pour développer la promotion, la promotion de la santé environnementale, la prévention en la matière. La prévention, ce n'est pas un sujet nouveau pour l'assurance maladie. Par contre, l'intégration de ces enjeux écologiques en prévention primaire vers les populations assurées et professionnelles de santé, c'était un peu un nouveau positionnement pour nous qu'on a défini. Et on a donc choisi comme premier thème d'action en santé environnementale le sujet des perturbateurs endocriniens. Et là aussi, comme le disait Mathis, on est sur le cadre de vie. On veut informer, sensibiliser les assurés via les professionnels de santé, mais aussi via des actions directes sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur leur santé et leur donner des leviers d'action pour agir au quotidien sans culpabiliser, sans que ce soit trop anxiogène. Donc c'est un programme qu'on a appelé Zéro Phtalate, qui est développé en 5 axes. Et concrètement, si je prends un exemple, on a environ 15 000 professionnels de santé qui ont reçu cette année la visite d'un délégué de l'assurance maladie pour aborder cette question des phtalates et des perturbateurs endocriniens et les accompagner, leur donner des clés pour aborder ce sujet vers les jeunes parents et les jeunes enfants notamment, pour que dans les habitudes de consommation, d'exposition au quotidien, chacun puisse retrouver des clés pour limiter son exposition et donc limiter la pression sur son organisme de façon à ce que le slogan c'est un polluant en moins, c'est une chance en plus pour protéger sa santé. Et donc c'est l'approche qu'on a développée sur ce champ. On partait pas de rien, il y a déjà des caisses primaires qui travaillaient sur ces sujets depuis plusieurs années. Donc on a généralisé ce programme cette année. Ça nous permet effectivement de parler d'environnement et de santé et de lier les deux, là aussi dans une logique de co-bénéfice. Clara Mourgue, quel lien vous faites entre la feuille de route planification écologique du système de santé et l'action préventive en santé-environnement, mais également avec les priorités, ça fait beaucoup de liens à faire, portés par le ministère de la Santé et les ARS? Oui. Alors on a effectivement au ministère de la Santé, on porte toutes les mesures de santé publique et notamment le plan national santé-environnement qui va viser à protéger la population des pollutions environnementales et donc dans un objectif de prévention. Et comme cela a été indiqué avant, on peut imaginer que plus on a des gens qui sont en bonne santé et donc moins exposés aux polluants environnementaux, moins on va derrière utiliser le système de santé. Et ça reste à démontrer, mais on pourra certainement peut-être montrer que si on utilise moins le système de santé, il y a moins d'empreinte carbone à l'issue. Nous, le prisme qu'on a pris au sein de la DGOS sur la planification écologique pour intégrer ces enjeux de santé et environnement, c'est plutôt qu'est-ce que les établissements de santé et les professionnels de santé en cabinet peuvent faire pour protéger et leur santé et la santé de leurs patients en termes de santé environnementale. Et donc dans ce cadre-là, on a deux politiques qui vont être majeures. La première, c'est les éco-maternités ou les maternités éco-responsables. C'est un peu un exemple typique de ce qui peut être fait de façon très concrète dans les établissements de santé. On va avoir des maternités qui s'organisent pour éliminer au maximum les polluants dans l'environnement des mères et des nourrissons. Et donc là, on va aller regarder bien sûr l'alimentation, mais également les peintures qui sont utilisées, les produits cosmétiques. Et on va aussi regarder qu'est-ce qu'il y a comme produits phytosanitaires qui sont utilisés dans les jardins. Donc on voit que c'est une vocation un peu systémique de quelle est l'organisation du service. Et ça peut a priori se répliquer dans d'autres services, les services de pédiatrie et peut-être certains services d'oncologie pour prévenir la santé des populations, des questions de qualité de l'air intérieur.
Et donc là, l'idée au sein de la feuille de route, c'est de se dire, on a plein d'éco-maternités en France, elles ont chacun des cahiers des charges différents. Est-ce qu'on peut avoir un cahier des charges national en disant, voilà, pour être une éco-maternité, une maternité éco-responsable, voilà ce qu'il faut respecter, travailler sur ce sujet, l'alimentation, travailler sur la mobilité, travailler sur les peintures des chambres, et se mettre autour de la table pour se dire, de façon collégiale, voilà ce qui nous semble important pour protéger la santé des patients, et peut-être ensuite se dire, ben voilà, ces bonnes pratiques-là, on peut les déployer dans d'autres services de santé et dans les cabinets médicaux. Une autre politique qu'on porte au ministère de la Santé, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça compte comme l'environnement. On sait qu'on a quand même des obligations dans les restaurations collectives, notamment Egalim, qui nous enjoint à atteindre 50% de produits de qualité et 20% de produits bio. Et le système de santé, les cantines du système de santé, elles progressent sur ce sujet puisque elles remplissent de mieux en mieux la télédéclaration Ma Cantine. Donc tous les ans, elles vont dire combien elles ont acheté de produits bio et combien elles ont acheté de produits de qualité. Et on voit que ça s'améliore parce que l'année dernière, entre l'année dernière et cette année, on a 37% en plus de cantines qu'on a déclarées. Et on est passé de 15% de produits de qualité à 18% de produits de qualité. Donc on voit qu'il y a des efforts qui sont faits sur ce sujet. Et nous, à la DGOS, on veut un peu les aider à accélérer sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a un appel à projet qui vient de se clôturer, qui est doté de 1 million d'euros pour accompagner les cantines pour justement, d'une part, améliorer la qualité de leurs produits, réduire les plastiques qui vont être utilisés, réduire la consommation de protéines animales, donc diversifier les protéines, et aussi réduire les plastiques, je ne sais plus si je l'ai dit, je l'ai déjà dit, le dernier c'est réduire le gaspillage alimentaire. Et donc on va pouvoir accompagner ces cantines pour améliorer la qualité des aliments qui sont servis aux patients, et on espère que ça va aussi améliorer leur santé et aider leur guérison. Et un dernier point qui a été quand même porté par le ministère et qui est en lien avec les plastiques, c'est un décret qu'on a porté en lien avec la loi AGEC, qui est l'interdiction des contenants alimentaires en plastique dans les services de maternité, de pédiatrie et d'obstétrique depuis le 1er janvier 2025. Tous ces contenants alimentaires en plastique qui ont vocation à être réchauffés, ils sont interdits. Et donc le décret, il est appliqué aujourd'hui dans nos services qui accueillent des patients de moins de 6 ans. Dans la dernière ligne droite, si j'ose dire, de notre échange consacré, vous le savez, à la transition écologique et aux priorités d'action collectives pour agir efficacement, avec notre représentant du Shift Project, de la DGOS et de l'ACNAM, on le sait, les événements climatiques, énergétiques et politiques ont et auront des impacts sur notre système de santé. Comment est-ce que le système de santé et ses acteurs s'organisent déjà pour se prémunir contre les risques environnementaux et assurer son bon fonctionnement dans la durée? Mathis Egnel, pour commencer. Alors, peut-être je laisserai Claire et Clara répondre sur le concrètement ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas peut-être. Mais moi, j'ai peut-être une vision plus long terme sur comment il faut continuer d'embarquer ce secteur sur le sujet. Et pour moi, il y a deux éléments qui sont clés vis-à-vis des enjeux de transition écologique, transition énergétique et d'adaptation face aux conséquences du changement climatique. Le premier, c'est l'anticipation. En fait, c'est un sujet qui doit être anticipé et qui ne peut pas être pris en compte uniquement quand on est face aux conséquences. Les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz avec la guerre en Iran sont un très bon exemple de quelles sont les conséquences en termes d'organisation lorsque le prix du pétrole augmente. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être anticipé, faire en sorte de limiter cette dépendance au système de santé à ces ressources-là pour qu'il continue de fonctionner même dans des telles périodes. Donc c'est la partie anticipation. Et le second point, c'est en faisant adhérer et en faisant embarquer ceux qui font le système de santé. Finalement, la majorité des actions vont provenir des professionnels de santé eux-mêmes. On peut donner des pistes, on peut donner, en tout cas au Shift, on peut donner des idées, on peut donner notre expertise d'un point de vue ingénierique, mais derrière, c'est aux professionnels de santé eux-mêmes de s'approprier ces enjeux et de voir ce que ça donne au niveau de la pratique médicale et de leur organisation pour faire face justement à la fois aux conséquences du changement climatique, mais aussi à la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Clara Mourgue, sur cette même question. Un premier élément de réponse sur vraiment les crises et comment réduire notre dépendance aux énergies fossiles pour justement se prévenir de ces crises. C'est un peu tout le sens de la transition écologique qu'on porte au sein du ministère, c'est de se dire si on réduit notre dépendance aux énergies fossiles, on sera plus résistant aux crises, et si on fait des soins éco-responsables qui consomment moins de dispositifs médicaux et qu'on fait du bon soin, du juste soin qui consomme aussi moins de temps RH et moins de produits de santé, on sera plus résilient aux crises. Et c'est aussi un objectif économique dans une certaine mesure. Il y a une performance qui peut être tirée de ces bons usages. Une politique qui peut être intéressante, c'est la méthodologie d'empreinte carbone des produits de santé. On a mis avec la CNAM, avec le ministère de l'Industrie,
au point une méthodologie qui mesure l'empreinte carbone des produits de santé et qui nous permet de choisir le produit de santé qui est le moins carboné à l'intérieur d'une famille générique. Vous voulez un tel médicament, en fonction du fournisseur, vous pouvez savoir lequel embarque le moins de carbone. Et bien ça, si vous l'avez choisi, ce produit le moins carboné, le moment où vous avez une crise et où il y a des tensions sur les matières premières et sur le pétrole, peut-être que celui-là, il sera un peu moins vulnérable à ces enjeux. Autre chose en termes de crise, et là je parle plutôt de crise climatique, le ministère de la Santé porte la mesure 29 du PNAC. Le PNAC, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. C'est un plan national qui couvre l'ensemble des ministères et l'ensemble des secteurs et il vise à préparer la France à plus 4 degrés. Plus 4 degrés, c'est les projections un peu pessimistes qu'on a de température à 2100 environ. On sait qu'à plus 4 degrés, on a des vagues de chaleur dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont exposés à plus de 5 jours à plus de 35 degrés. On a des submersions. On sait qu'à plus 4 degrés, on a aussi des maladies vectorielles qui sont réparties de façon différente sur les territoires, y compris dans les outre-mer. Donc on a une demande et un besoin de santé qui est différent de celui qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est des projections qu'on a. Et la question qu'on va se poser dans ce PNAC, c'est comment le système de santé il est impacté par ces différences et comment il peut répondre à ces différences. Et aussi, qu'est-ce que nous, on doit faire, quelles recommandations on peut faire auprès de nos hôpitaux. Par exemple, en cas de vague de chaleur, comment on s'organise? S'il y a des ruptures en eau, comment on s'organise? C'est ce type de réponse qu'on va apporter et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille, apporter une réponse et mieux savoir les vulnérabilités des établissements et préparer sur les territoires l'adaptation. Et ça se fait pas évidemment seul, il faut le faire en coordination. Donc il y a évidemment les ARS, mais il faut le faire avec les professionnels de santé, avec les préfectures et aussi avec les personnes qui vont construire les futurs bâtiments de santé pour qu'ils soient résistants à ces impacts du changement climatique. Sur cette même question, Claire Traon, d'adaptation et d'adaptation aux crises. Eh bien, nous aussi, c'est un sujet qu'on commence à travailler du côté de l'assurance maladie. On a inscrit le sujet de l'adaptation dans notre schéma directeur également. Alors évidemment, il y a le sujet du maintien du service public de l'assurance maladie, donc comment on adapte aussi notre fonctionnement, nos bâtiments à ces différentes crises et notamment aux fortes chaleurs. Et puis notre rôle en tant qu'acteur du système de santé, rôle d'accompagner aussi le système de santé à être plus résilient aux différentes crises environnementales, crises climatiques, mais aussi différentes pollutions qui pourraient générer des pathologies nouvelles, une augmentation du nombre de patients sur certains risques, etc. Donc on a engagé un travail de réflexion pour anticiper ce que signifient ces différentes crises, leur amplification ou leur durée pour les missions de l'assurance maladie. Comment on accompagne mieux les assurés, comment on accompagne mieux les professionnels de santé. Donc notre ambition là, dans les prochains mois, c'est notamment de faire un retour d'expérience avec des professionnels de ville, des professionnels de santé de ville qui ont été exposés à des événements climatiques extrêmes. Je pense à des inondations qui ont eu lieu dans le Nord ou en Ille-et-Vilaine l'année dernière, et de réfléchir ensemble à comment l'assurance maladie peut intervenir pour accompagner les professionnels de santé impactés par ce genre d'événement, à maintenir l'accès aux soins, à ce que les infirmiers puissent continuer à se déplacer au domicile des patients, par exemple, à ce que les cabinets médicaux puissent réouvrir lorsqu'ils sont impactés par ce type d'événement. Donc on pense qu'on a un rôle à jouer, et en tout cas un travail de réflexion collectif à mener pour anticiper et éviter effectivement que les assurés sociaux ne puissent plus accéder au système de soins. Merci à vous trois d'avoir partagé avec nous vos priorités d'action collective en matière de transition écologique. Le public du stand K42 peut vous applaudir chaleureusement. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Cette séquence sera retrouvée en replay ainsi que l'ensemble de nos autres sessions sur la page YouTube de l'assurance maladie. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt depuis Santexpo 2026.